Hey, bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien, que vous profitez bien de l'été et que la santé est au rendez-vous. Alors, je m'appelle Michel Angelier, je suis intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé et je travaille particulièrement avec les proches aidants. C'est un programme qui est financé par l'appui Gaspésie-les-Îles. Alors, si vous vous souvenez bien, au début de notre chronique à Gascon, on s'était dit qu'on vous ferait découvrir un peu l'itinéraire que dessert le Centre d'action bénévole. On s'arrêterait dans certaines municipalités. Alors aujourd'hui, c'est l'aboutissement du territoire du Centre d'action bénévole et notre rendez-vous est aujourd'hui à Percé. Alors, on a le plaisir aujourd'hui, le privilège de se retrouver à la chute de la rivière des Émeraudes. Je cherche un qualificatif depuis tantôt pour essayer de décrire cet endroit et je n'en trouve pas. Mais on dit qu'un émeraude, c'est un peu en lien avec un bijou. J'aurais le goût de vous dire que c'est un rubis bien poli. Alors, si vous vous souvenez, quand on a commencé nos capsules à Gascon, on s'était dit que l'objectif de ça, c'était de faire connaître le territoire que dessert le Centre d'action bénévole, qu'on s'arrêterait à des petites municipalités, des villes, pour parler de sujets qui touchent nos aînés, nos proches aidants et tout le monde en général. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit peu on va essayer de faire le résumé un peu de tout ça, de sorte à ce que vous puissiez, après cette dernière chronique, avoir votre coffre et quelques outils dedans. Ça vous va comme plan, Cindy, ça te va? Parfaitement. OK. Alors, la première chronique, on a parlé de comment bien prendre soin de sa santé mentale. Bon, en partant, on s'est dit que la santé mentale, elle comprend le physique autant que le psychologique, que c'est global. Il ne faut pas la dissocier, il ne faut pas mettre sa santé psychologique de côté. Bref, si on revient à la santé physique, on s'est dit que des bonnes habitudes de sommeil régulières, le plus possible, se coucher aux mêmes heures, ça peut avoir un impact positif. On a aussi dit que même s'il y a une nuit où on fait de l'insomnie, c'est pas la fin du monde. Fait que je me parle à moi, là. Mais c'est ça, on a vu que c'était pas si dramatique que ça. Bon, puis après ça, on a parlé de de la bonne alimentation. Je ne veux pas prétendre être parfait là-dessus, mais on peut faire un petit peu l'effort de manger ses 3 repas par jour. Particulièrement pour les personnes qui vivent des états dépressifs, une perte d'intérêt dans les choses. Manger 3 fois par jour, c'est important, même si on n'a pas faim. Parce que notre cerveau va finir par comprendre à un moment donné que... Faut qu'il y a faim. Faut qu'il y a faim, oui, puis que de manger, c'est notre essence. Et ensuite, on a parlé de l'activité physique. On a entendu assez parler de ça, mais on a surtout mis le doigt sur le cardio. Faire une demi-heure de cardio par jour parce qu'il semble, c'est prouvé que faire une demi-heure de cardio, ça donne plus d'endorphine à ton cerveau. Et l'endorphine, c'est un petit peu celle qui procure du plaisir, puis celle qui fait diminuer de façon importante l'anxiété. Ça, c'est un peu ce qu'on avait vu au niveau physique. Puis au niveau de la santé mentale, il y a un élément que je souhaite que vous reteniez aujourd'hui, c'est la communication. De parler à quelqu'un qui reçoit nos difficultés, notre souffrance, sentir une écoute, un partage, c'est très... Non, je peux l'affirmer. Je dis toujours, je ne suis pas un expert, mais ça, j'y crois parfaitement. Ça fait un bien énorme à sa santé mentale. Puis on s'est dit aussi que, la société dans laquelle on vit nous oblige à aller très vite, dans notre guérison, puis dans nos processus de deuil, puis tout ça. Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, respectez votre rythme à vous. Il n'y a personne qui peut dire que c'est correct, que c'est pas correct, que c'est normal, que c'est pas normal. C'est votre rythme à vous et ça prendra le temps que ça prend. Alors, je me retourne vers Cindy pour notre deuxième chronique qui s'est passée à Newport, c'est ça, où on a parlé du pouvoir d'agir. Oui, on a parlé du pouvoir d'agir, qui vient un peu avec la santé mentale, si on veut, le bien-être de la santé mentale. Parce que quand on prend nos propres décisions, notre pouvoir d'agir vient en marche. On est dans l'action
On est dans la communication. Notre santé mentale en tire plein de bénéfices au bout de la ligne. OK. Parce qu'on s'affirme. Donc, on fait des petits gestes où on s'affirme. C'est ce que tu dis? Oui, on ne changera pas le monde en disant « j'ai mon pouvoir d'agir ». Je deviens pas l'empereur, là. Je suis maître de moi. OK. Le pouvoir d'agir, c'est sur soi, c'est pas sur les autres. À ne pas oublier ça. On ne peut pas avoir un pouvoir d'agir sur quelqu'un. On peut avoir un pouvoir d'agir sur nous-mêmes. Exactement. Souvent, on essaie de l'inverse, mais oui, faut c'est pas repartir. bénéfique pour personne, ce temps-là. Donc, l'outil, c'est de choisir des choses Réaliste. réalistes où on décide, Que on c'est s'affirme, nous. Oui. c'est nous qui décidons de la fin. Oui, c'est notre propre décision. Donc, la conséquence, c'est nous qui l'avons. On a pris notre décision. C'est plus facile d'accepter ce qui se passe quand c'est notre décision. On l'assume plus. On l'assume. OK. Alors, Cindy, pour notre troisième capsule, on s'est rendu dans la municipalité de Pabomese, Oui. où on a discuté d'un sujet, bon, qui n'est pas très populaire, mais on a jugé... Vie. Oui, puis on a trouvé important de le mentionner, Oui. d'en parler, c'est la culpabilité. Exact. S'il y a quelque chose que je pense que on doit retenir de la culpabilité, c'est que chaque être humain en vit. Fait que si ça vous arrive d'en vivre, là, dites-vous pas, mon Dieu, comment ça? Est-ce que je suis en train de perdre mon équilibre? C'est la fameuse expression, c'est normal. Puis elle peut être intense, moins intense, selon ce qui se passe dans nos vies. On dit aussi qu'il y en a de la positive et de la négative. Bon, la positive, ça peut être, des fois, on agit d'une certaine façon, puis après ça, on a comme un... On se sent coupable de quelque chose sans trop savoir, mais quand on réussit à... Si on embarque dans l'exercice, ça se peut que ça nous donne des indications, de sorte à ce qu'on peut modifier certaines attitudes et certains comportements. Puis on dit qu'elle est négative quand elle prend toute la place là et là. Là, on dirait qu'on est comme paralysé. On n'a comme plus de pouvoir d'agir. Exact. Fait que, il y a une question comme outil que je vous propose, c'est de vous poser la question toute simple, mais en fait, simple mais compliquée en même temps. Pourquoi je me sens coupable? Bon, vous allez dire, bon, c'est simple. Faire l'exercice de réflexion, d'introspection, d'identifier l'élément qui fait en sorte qu'on se sent coupable, ou des éléments, hein, parce qu'on peut en faire une liste. Je me sens coupable de ça, de ça, de ça, de ça. Puis à la fin, on se dit, bon, ben cette fois-là, après analyse, réflexion, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je l'enlève de ma liste. La culpabilité diminue. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'alors, c'est ça la culpabilité. On apprend à vivre avec. Ah oui, puis j'oubliais, oh, et non le moindre, on s'est laissé avec 3 mots qui, pour moi, me paralysent, je vais le dire comme ça, m'empêchent d'avancer. C'est les fameux mots pardonner, accepter et lâcher prise. On s'est dit que plutôt que de voir ça, d'atteindre cet état-là qui pour moi est inaccessible, je préférais utiliser l'expression « je vais essayer à chaque jour de faire la paix avec les événements qui ont été difficiles ». Ensuite, on s'est déplacé vers Chandler, plus particulièrement dans le chemin des bâtisseurs. Et Cindy, tu nous as parlé un petit peu du questionnement qu'ont certains aînés qui vivent dans leur maison, mais qui se demandent « je reste ici ou je m'en vais ailleurs ?» Oui, surtout là, avec l'hiver qui s'en vient, on voit les questionnements revenir à chaque automne. Les déneigements et les galeries. Oui, mais les gros vents d'hiver, c'est dur l'hiver. Ah, elle est rough nos hivers, là. Ouais. Fait que, on a regardé les avenues possibles, puis ce qu'on a décelé dans tout ça, c'est qu'il faut poser beaucoup de questions. OK. Mais avant qu'on se pose des questions, on peut-tu les nommer, les possibilités? avenues? Autant que quand la personne fait le choix de rester chez elle ou si elle décide d'aller à l'extérieur? Bien, à domicile, il faut bien évaluer nos besoins puis qu'est-ce qu'on peut avoir comme service. Ça, les c'est services, primordial. Oui, c'est les services. Qu'on ne peut pas nous-mêmes faire. Oui, Ouais. oui. Après ça, on a regardé, on pouvait aller en logement. OK. On pouvait aller en HLM. On pouvait aller aussi en résidence privée. Là, on pouvait aussi aller dans l'intergénérationnel, ce qui est d'habiter avec un de ses enfants.
Et là, je me souviens que tu nous as fait part que c'est pas toutes les personnes âgées qui veulent aller vivre avec leur enfant ou quelqu'un de proche. Puis c'est pas tous les enfants nécessairement qui souhaitent voir leurs parents arriver chez eux. Bon, mais il y a des fois où ça fonctionne très bien. Exact. Puis il faut poser les questions avec nos enfants. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que moi, je suis prête? Est-ce que l'enfant est prêt? C'est la communication est encore là, la clé. Encore et encore. Mais tu nous disais de se poser des questions aussi, disons, j'imagine que ceux qui songent peut-être à aller en HLM. Oui. Il faut qu'ils appellent pour savoir, premièrement, c'est quoi les coûts, avec les loyers aussi, puis c'est quoi la liste d'attente. Le temps d'attente et les services qu'ils peuvent recevoir aussi au HLM. Ah oui, OK. Ça aussi, c'est important. Parce que vous avez des secteurs où c'est qu'il va y avoir une coiffeuse, une infirmière, tout est sur place, puis il y a d'autres places que non. Puis des fois, on est confus, moi, je le suis un peu, les logements pour les personnes semi-autonomes, autonomes, âgées, tout ça, ça devient mêlant. Fait que je pense que d'appeler pour de savoir ce qu'ils peuvent offrir, ça peut éclairer aussi l'aîné. Il faut appeler au bureau puis leur dire clairement nos besoins. Qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce que je marche avec une canne? Est-ce que j'ai besoin d'une chaise roulante? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce que c'est au premier étage, au deuxième étage? Poser les questions à tous les responsables qui peuvent vous répondre. OK. Alors, on comprend qu'il y a des possibilités autant que de rester à la maison ou ailleurs, mais d'identifier celles qui peuvent, excusez-moi, répondre à nos besoins et s'informer de la possibilité de les avoir. Ensuite, on s'est dirigé vers l'est et on s'est dit, on va rentrer dans les terres. Donc, on s'est promené de Port-Beau à Saint-François pour parler du processus que vit un proche aidant et un malade, bien sûr, quand il part de la maison, quand il va en institution. Bon. Mais au-delà de tout ce qu'on a pu décrire comme étape, moi, ce que je souhaite, chers proches aidants, vous savez que vous avez mon plus grand respect et j'en suis un à ma façon, c'est qu'on vit toutes sortes d'émotions. J'imagine que quand arrive le temps de placer sa personne malade, on vit des dualités, hein? On vit de l'inconfort, de la culpabilité, du questionnement qui ne finit plus, de l'anxiété. Gars, c'est vaste. Moi, ce que j'ai le goût de... J'aimerais que vous reteniez de tout ce qu'on a pu parler dans cette chronique. Vous n'êtes pas parfait, vous êtes des humains, vous avez le droit à l'erreur. Retenez ça et j'en serai ravi. Ensuite, on est allé à la Brèche à Manon. Et là, bon, ben finalement, on s'est demandé, certaines personnes âgées, que Cindy me racontait, que aller vers ils souhaitent aller vers une autre étape de vie pour se sentir en paix, oui, mais qu'il y a des embûches. Il y a des embûches, puis le plus gros, je dirais, c'est le côté légal, papier légal. Hein? Oui, on en a jasé ensemble. Là, c'est moi qui en a parlé. Là. Oui. C'est le premier en ligne, là. Dans le fond, c'est de régler ce côté-là, puis que c'est pas nécessairement en allant avec un notaire où ça coûte beaucoup de sous, puis il y avait d'autres possibilités. On a parlé de ça. Oui. Donc, il y a de l'espoir pour les personnes qui sont plus démunies, puis qui se disent, bien, moi, j'ai pas de sous à donner pour un notaire. Il y a des façons qu'on respecte ces dernières volontés. Oui, on peut le faire à la main, on peut le faire par informatique. S'informer encore là, s'informer des procédures possibles. OK. Ça, on l'a vu. Puis aussi, on a regardé une phrase que j'entends souvent, c'est « J'ai rien fait de bon dans la vie ». Et Colin, j'aime pas ça, moi. Parce que on a tous fait quelque chose de bien, de bon, qui a apporté à quelqu'un d'autre. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on a tous apporté quelque chose à quelqu'un. Quand on dit on a tous besoin les uns des autres, ça en fait partie. Okay. Donc, de ne pas se comparer à des gens qu'on a l'impression qui ont réussi leur vie. C'est quoi réussir sa vie, dans le fond, hein? Réussir sa grosse vie, question. C'est bien personnel. Exactement. À chaque personne. C'est pas parce que moi, je suis une mère de famille, je suis bien dans mon rôle. Il y a quelqu'un d'autre qui va faire une carrière internationale, mais son bilan de vie n'est pas nécessairement meilleur ni plus beau que le mien. Exactement, ça se compare pas. C'est à la grandeur de chaque personne. Mais dans le fond, l'outil qu'on veut rajouter dans notre cas, c'est de faire la fameuse liste de nos bons coups. Pas de nos bons coups, mais de
de nommer ce qu'on a fait de bien. Parce qu'on a tendance à mettre, on dirait que nos yeux, nous, ça fait 7 émissions qu'on travaille avec des caméras, puis là, on parle caméra, là, on met la caméra sur ce qui n'a pas bien été. Ça, c'est comme une photographie, hein? On voit juste le personnage central, mais on ne voit pas tous les autres personnages. Dans le fond, ce qu'on suggère, c'est de faire un exercice de nommer les choses qu'on a fait de positif. Puis à la fin, bien, ça se peut que ça change un petit peu notre vision de « ma vie ne sert à rien et elle n'a servi à rien ». On pense pas, on pense qu'au contraire, à votre façon, elle a servi à quelque chose. Là, on a dit depuis le début qu'on allait remplir notre coffre. OK, parfait comme ça, mais il y en a un outil qui prend vraiment beaucoup trop de place dans ce coffre-là. Là. Hein, Cindy? Oh oui, puis on le traîne souvent, lui, là. On s'en sert un peu trop souvent, fait qu'on va l'enlever de notre boîte, le marteau qu'on se tape sur la tête avec. Donc, un autre outil qu'on ajoute mais qu'on enlève, sortez votre marteau de votre coffre. Mais il y a quelque chose qu'on ne vous a pas parlé depuis le début de nos capsules. Ça peut être quelque chose qui peut nous aider à améliorer notre santé mentale, travailler notre culpabilité, à se sentir utile, à donner du sens à notre vie. Et c'est le bénévolat. J'en parle parce que moi et Cindy, on travaille dans un centre d'action bénévole. Et les bénévoles, ce sont notre matière de base, je vais le dire comme ça. Sans eux, on n'existe pas. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que ces bénévoles, il y a des bénévoles qui sont très heureux de faire ça. Alors, on voit bien que ça peut apporter quelque chose, faire du bénévolat. Oui, ça leur apporte un grand bonheur à nos bénévoles, puis on le voit. Des fois, on a moins de demandes d'accompagnement transport, par exemple. Puis, on va avoir des bénévoles qui vont dire « Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. » On devient une grande famille aussi, les bénévoles, parce qu'on se rassemble 1 fois, 2 fois, 3 fois par année. On a des activités. Les bénévoles se sentent libres. Oui, puis ça, c'est important, là. Faire du bénévolat, c'est pas quelque chose qu'on vous dit « Bon, là, tu vas aller là, à telle heure, telle journée, tu vas faire ça. » Mon Dieu, c'est tout pour nous, en tout cas pour notre organisation. C'est tout le contraire de ça. On vous offre les possibilités que nous, on a besoin de bénévoles. Vous choisissez quand, comment vous voulez le faire, combien de fois. Vous pouvez être en vacances 6 mois par année si vous voulez. On vous appelle, vous pouvez dire « je peux pas aujourd'hui ». C'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est que, tu sais, on parlait de bilan de vie, de donner un sens. Moi, ce que j'ai retenu, ça fait pas longtemps que je suis là, moi je suis là depuis novembre, c'est que les bénévoles nous disent souvent « on fait du bien, mais on se fait surtout du bien à nous. » Nous sommes présentement dans les montagnes, dans les hauteurs, plus particulièrement dans le chemin des Feuilles, et ce, devant le fameux restaurant Le Gargantua. Hey! Hein? On a tous quelque chose de relié, un souvenir à ce restaurant. Il a ouvert ses portes en 1959 et ce sont 2 Français émigrés de la France, dont le monsieur vient de la Bretagne et la dame de la Normandie. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les régions de la France, mais il paraît que, je ne sais pas, là, c'est ce que j'ai entendu dire, que les habitants de ces régions-là ont le tempérament bouillant. Fait qu'on imagine que ça a dû barder dans la cabane à quelques reprises. Pendant plus de 50 ans, Monsieur et Madame Paresse nous ont servi les classiques de la gastronomie française. Bon, j'imagine qu'il y a eu des petits changements au menu au cours des 50 ans, mais il paraît que pas tant que ça. Il paraît que c'est sensiblement le même menu qu'au début. Faut le faire, hein? Quand la recette fonctionne, pourquoi la changer? Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi quand j'étais jeune, on avait des amis de la grande ville qui venaient nous visiter et qu'on était fiers de les amener au célèbre Gargantua. C'était genre, tiens-toi, prends ça, amuse-toi. Mais au-delà de ça, on était certain qu'ils vivraient une expérience hors de l'ordinaire. Quand on venait au Gargantua,
on se sentait comme chez nous. C'était chaleureux. Et je me souviens de Mme Pérez qui venait s'asseoir à la table pour prendre la commande. Et bien sûr, qui garnissait le tout avec son petit vécu français et ses petits faits historiques. Bien sûr, on l'aimait pour ça. Et souvent, je me souviens aussi d'entendre M. Pérez crier de la cuisine. C'était sympathique et c'était hors de l'ordinaire. Alors, M. et Mme Pérez, on vous remercie pour votre contribution inégalée. Je suis à peu près sûr que vous avez fait rayonner Percé plus que vous le pensez. Puis, moi, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance qui sont reliés au Gargantua, mais je pense qu'il y a un peu de touristes un peu partout dans le monde qui se souviennent de l'expérience grandiose qu'ils ont vécue dans votre établissement. Merci. C'est pas un hasard si on veut vous faire découvrir les montagnes de Percé. Parce que qui dit montagne, dit hauteur. Et on pourrait faire un parallèle avec la vie. Hein? Plus on avance dans la vie, plus on veut avancer vers le haut. Hein? On veut se bonifier, on veut devenir la meilleure personne et surtout la meilleure copie de qui nous pouvons être. La vie est faite d'embûches, hein? Puis ça, personne n'y échappe. Là. La vie est difficile pour tout le monde vit ses joies, ses peines, ses drames. Mais on dirait que plus on vieillit, on a comme le goût un peu je dirais, tu sais, on a parlé d'accepter, de pardonner, tout ça. On a le goût de faire la paix avec notre passé pour être de plus en plus dans le moment présent, de profiter de ce qui se passe au moment présent. Ce qui fait en sorte qu'on veut être en paix avec nous-mêmes, on veut respecter nos limites, tout en étant nous-mêmes. Je pense qu'une façon de bien soigner ces blessures, c'est de leur donner un sens. Bon, là, je vous entends parler l'autre bord de la caméra me dire, là, bien là, donner un sens. Tu sais, donner un sens, on ne donne pas un sens à quelque chose de difficile le lendemain, là, hein? Il y a un processus. Il faut se laisser le temps de vivre les étapes du processus, de ressentir les émotions, de parler, de communiquer, d'aller chercher l'aide si nécessaire. Puis vient un moment donné où on commence à comprendre le pourquoi du pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi tout ça s'est arrivé? Puis quand vous arrivez à dire, là, j'étais là je suis rendu là, ben c'est pour ça que j'ai vécu ça. Ben là, on est en business. Puis je peux pas... Il faut que je vous raconte une anecdote. Tu sais, des fois dans la vie, là, tout va mal, puis c'est difficile, puis tout ça. Puis là, tu essaies de te confier à quelqu'un que tu as le goût d'avoir un échange, puis d'avoir une parole qui va t'apaiser dans ce que tu vis. Et qu'elle te répond, « Michel, tu vas grandir là-dedans. Oh! J'ai-tu besoin de mesurer 9 pieds 3, moi, là? Me semble que j'ai une bonne grandeur. Me semble que, hein? » Tout ça pour dire que des fois, on a l'impression que la vie s'acharne sur nous, mais comme on dit, des fois, il faut frapper un mur si on veut faire des changements en profondeur. Bon, tu sais, on sait tous que les difficultés façonnent un peu, hein, notre personnalité et que ça nous rend plus forts. Hein? On l'entend souvent, celle-là, je vous apprends rien en disant ça. Puis souvent, c'est important d'aller visiter des choses qui, dans notre vie d'adulte, qu'on a vécu dans notre enfance, nous ramènent dans des états qu'on n'est pas bien, puis tout ça. Fait que c'est important des fois d'aller voir en profondeur notre passé, tout ça. Mais moi, je me demande aujourd'hui, moi j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu aller voir au fond des choses. Je me pose la question des fois, c'est-tu vraiment pertinent de le faire pour certaines choses? Puis que ce serait peut-être pas mieux un peu de faire un petit peu, faire la paix avec ça, d'essayer d'avancer avec ça, de ne pas nier que ça s'est passé, mais que ça fait partie de qui nous sommes. On sait que les événements difficiles, traumatiques qu'on a vécus ou non, laissent des cicatrices. Hein? Une cicatrice, c'est ouvert et ça se referme. Alors, quand la cicatrice se referme, on la voit quand même, mais elle ne nous fait plus mal. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut voir la gestion de nos événements difficiles, je dirais. Puis je pense que au-delà de tout ça,
essayez de continuer de rêver, d'espérer le meilleur pour vous, même peu importe l'âge qu'on a, on a le droit à chaque jour d'espérer le meilleur pour soi. Puis je vais conclure en vous disant une phrase que j'ai répétée presque à tous les capsules, mais je tiens à dire qu'elle vient de Marie-Claude Boulanger, qui était intervenante en santé mentale au CLSC et que j'ai eu un suivi avec elle. Et elle me disait un jour, je lui dis, Marie-Claude, « Ah, mon Dieu, ça va tellement mal, comment je vais faire un jour pour être bien? » Et elle m'a répondu, « Michel, le bonheur est dans le soulagement. » Alors, nous sommes rendus à la fin de cette aventure humaine incroyable. On a vécu toutes sortes de choses, on a travaillé fort, mais je peux vous dire que ça en valait la peine. D'ailleurs, c'est un petit peu avec émotion qu'on termine ce beau projet. Alors, je ne peux pas vous quitter sans remercier les gens qui ont contribué de façon importante à rendre ce projet-là d'une beauté pour moi qui est dans mes top 3. Alors, tout d'abord, je veux remercier le Centre d'action bénévole, bien sûr. C'est mon employeur. Je veux remercier ma patronne, Josiane Blais, qui embarque dans mes folies. Puis non seulement qui embarque, qui me pousse à aller plus loin dans mes folies et qui me donne toute l'autonomie que j'ai besoin pour créer mes projets. Alors, merci Josiane. Je veux remercier aussi notre chroniqueuse Cindy Langlois, qui est ma collègue au travail. Cindy n'est pas trop habituée, elle n'aime pas trop être dans la caméra comme moi, j'aime ça, mais je l'ai sorti un peu de sa zone de confort. Alors, un gros merci à Cindy. Et je veux remercier l'appui qui finance le programme Proches aidants du Centre d'action bénévole. Mais je veux remercier de façon particulière l'équipe de TVCGR. Et ça, c'est vraiment important que vous sachiez le travail que ces gens-là font et l'importance qu'ils jouent dans notre communauté. Je veux commencer par remercier notre caméraman, Louis-Michel Lelièvre. Je peux-tu vous dire qu'on l'a fait marcher avec sa caméra en dessous de bras, dans les montagnes, monte, descend, tout ça. On lui a fait vivre toutes sortes de choses. Merci beaucoup, Louis, de ta patience et de ta collaboration. Ensuite, je veux remercier Alain Cauvier. Alain Cauvier, à qui j'ai passé des heures assis aux côtés de lui à monter l'émission parce que, bon, c'est lui qui fait en sorte que tout ça prend du sens. Hein? C'est lui qui colle, puis tout ça. Mais en plus, Alain s'est permis, m'a fait l'honneur un petit peu de sortir son drone pour aller chercher des images à 300 pieds de hauteur. Fait que les images que vous voyez de façon plus panoramique, c'est Alain qui les prend. Merci beaucoup, Alain, pour ta patience et ta générosité. Mais Mirko Da Silva, merci Mirko. Merci qui est le directeur de la TVCGR. Merci d'embarquer avec moi dans ces aventures-là et de me donner carte blanche. Et là, j'ai découvert un Mirko cet été exigeant qui m'a obligé d'une certaine façon à me dépasser, à sortir de ma zone de confort. Et ça, je t'en remercie vraiment. Puis on sait que ce n'est que partie remise. Mais je veux vous remercier à vous, cher public. Merci d'avoir été assidus, d'avoir été un public fidèle, d'être si nombreux à nous suivre. On est tellement contents de ça. Puis merci de commenter, de me faire part de vos observations, de ce que ça vous fait vivre, le positif que ça vous amène. Moi, ça me nourrit et j'en suis ravi. D'ailleurs, et l'équipe aussi, on en est ravis. Alors, on prend une pause pour cet automne, mais on revient en janvier avec un autre concept. Et d'ici là, tout le monde, bon automne et merci d'avoir été là.